Bonjour! Dans cette vidéo, on va voir une vue d'ensemble des systèmes numériques. Alors, pour cette vidéo, on va couvrir les sujets suivants. On va tout d'abord faire un survol des systèmes numériques. On va regarder dans la nature la différence entre les systèmes et phénomènes qui sont discrets et ceux qui sont continus. On va considérer 4 niveaux d'abstraction pour un système numérique. On va regarder aussi 4 considérations à tenir en compte pour l'implémentation d'un système numérique. Et on va brièvement regarder le problème du partitionnement logiciel et matériel. Donc, nous vivons dans un monde de systèmes numériques. Littéralement, il y en a partout dans nos vies maintenant, que ce soit de la machine à laver jusqu'aux appareils qui nous tiennent en vie quand on est à l'urgence de l'hôpital. Les systèmes numériques sont partout. Il y en a plusieurs qui sont montrés sur la diapositive et on pourrait en imaginer encore plus. Un système numérique, par rapport à un système analogique, bien, la différence est dans la nature de l'information. Est-elle représentée de façon discrète ou de façon continue? Un système numérique traite l'information sous forme discrète. Donc, il y a un nombre fini d'états ou de valeurs différentes. Et aussi, l'information est échantillonnée à des moments précis. Dans la nature, par contre, l'information est continue, en grandeur, dans le temps ou bien dans l'espace. Si on pense à des phénomènes naturels discrets, on parle de situations où on peut compter un nombre d'événements ou d'items ou établir des relations entre des choses uniques, concrètes et indépendantes. Par exemple, le nombre de personnes dans une salle est nécessairement un nombre entier égal 0 ou plus grand que 0. Il ne peut pas y avoir 1,5 personnes dans une salle ou 3,14159 personnes dans une salle. Le solde d'un compte bancaire est un autre bon exemple. Bien qu'il y ait, le nombre soit représenté avec un point habituellement, en dollars canadiens par exemple, bien, il y a toujours une limite à la précision. Donc, on pourrait dire que les comptes bancaires sont représentés, le solde d'un compte bancaire est représenté en cents. Et donc, il y a un nombre exact et discret de valeur pour un compte bancaire. L'ensemble des cours d'un programme universitaire est un autre exemple de phénomène discret. C'est-à-dire que les différents cours peuvent se placer dans un arbre avec des dépendances montrant quel cours dépend de quel autre cours. Les phénomènes continus, par eux, sont bien plus répandus dans la nature. On peut penser à la température de l'air, la pression atmosphérique ou la vitesse, la direction du vent. Ce sont tous des phénomènes continus. En tout temps, la température de l'air est une valeur qu'on peut mesurer. On peut dire qu'il fait 25 degrés, 26 degrés, 27 degrés, ou moins 20 ou moins 21. On peut dire qu'il fait moins 20,5 ou 19,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 degrés. On pourrait toujours ajouter un peu plus de précision. C'est la nature même des phénomènes continus. Il y en a beaucoup d'autres. Les signaux électriques provenant du cerveau sont continus à la fois dans le temps et en amplitude, et etc., etc. Donc, pour représenter une valeur continue dans un système numérique, il faut la numériser. La diapositive ici montre comment on peut effectuer la numérisation d'un phénomène continu sur des valeurs discrètes. La numérisation comporte 2 étapes. Tout d'abord, il faut échantillonner le système, le signal, c'est-à-dire le mesurer en un instant ou en un lieu précis. Ensuite, il faut en quantifier l'amplitude. Donc, normalement, l'échantillonnage se fait à intervalles réguliers. Sur la diapositive, on montre un échantillonnage à tous les huitièmes de seconde, donc tous les 0,125 secondes. La courbe en bleu représente le phénomène continu. Les moments d'échantillonnage sont représentés par les par les étoiles en noir sur la courbe bleue. Donc, il y a ici un nombre d'échantillons qui sont pris à des moments précis. La deuxième étape consiste à quantifier les échantillons qui ont été pris. Donc, maintenant, on doit regarder l'axe des Y du diagramme et on voit qu'il y a 8 valeurs possibles, de moins 4 à plus 3 inclusivement. Donc, dans chaque point d'échantillonnage, les petites étoiles en noir sur la courbe en bleu, on doit choisir laquelle des 8 valeurs est la plus proche, et ce qui est représenté par les points en rouge. Donc, dans ce cas-ci, notre courbe continue en bleu, représentant possiblement un phénomène naturel, est représentée par une séquence de nombres 0, moins 2, 0, 1, 2, 2 et ainsi de suite.
Alors, dans ce cas-ci, on dirait que l'information a été quantifiée avec 3 bits. Elle est représentée, c'est-à-dire sur 8 niveaux. Et puis, le taux d'échantillonnage serait 1/8 de seconde. Pour comparer, la musique qui est enregistrée avec une qualité CD audio, il y a 44 100 échantillons par seconde et la musique est représentée avec une amplitude de 16 bits, c'est-à-dire 65 536 niveaux. Bien sûr, c'est pour 2 canaux, les canaux gauche et droite. On voit ici où se situe un système numérique dans son environnement. On a un phénomène naturel qui serait une chanteuse qui chanterait devant un micro. Le micro recevrait les variations de pression dans l'air qui sont produites par les cordes vocales de la chanteuse. Après un conditionnement initial, où on ferait un filtrage, on ferait l'étape de numérisation qui est montrée avec une boîte en rouge. Ensuite, une fois l'information numérisée, un peu comme on a vu sur la diapositive précédente, le système numérique ferait un traitement qui pourrait être d'ajouter des réverbérations, par exemple, à la voix de la chanteuse ou ajouter une autre piste sonore, par exemple. Ensuite, on a plusieurs options. On peut faire une modulation qui correspond à faire une nouvelle conversion, cette fois-ci de numérique à analogique, pour transmission sur un canal. On pourrait entreposer l'information tout simplement, ou extraire de l'information à propos de l'information, par exemple les fréquences présentes dans l'enregistrement, et les afficher sur un affichage pour un être humain. On pourrait aussi faire une conversion numérique analogique toute simple et un nouveau traitement analogique et amplification pour mener, par exemple, une paire d'enceintes acoustiques. Il y a plusieurs traitements qui pourraient être réalisés et il y en a plusieurs qui sont indiqués. Il y en a 4 qui sont indiqués sur la diapositive. Donc, les systèmes numériques présentent beaucoup d'avantages par rapport aux systèmes analogiques. Ils sont plus fiables dans le temps, plus indépendants de la température. On peut transmettre et reproduire l'information de façon exacte sur de grandes distances et à travers le temps. La conception est plus flexible et c'est plus facile de fabriquer les systèmes numériques aussi. Et il y a des baisses de coûts importantes à cause de la production qui peut être automatisée et normalisée. Les circuits tendent à être plus petites et l'augmentation de la fréquence d'opération aussi est un facteur important. On va parler maintenant de 4 niveaux d'abstraction pour les systèmes numériques. Le premier niveau, c'est celui du circuit. On parle alors de transistors. Ici, on a 2 transistors qui sont reliés ensemble à l'alimentation et à la masse et qui forment un circuit correspondant à un inverseur. Le deuxième niveau est celui des portes logiques. Chacune des portes logiques ici serait représentée par un certain nombre de transistors dans le cas de la porte. Et par exemple, il nous faudrait 4 transistors pour la réaliser. On verra dans un prochain cours comment ça fonctionne. Le troisième niveau est celui du module. Donc, à l'intérieur ici, par exemple, ce module-ci pourrait être représenté par le circuit qui est montré plus haut. Donc, on fait abstraction des portes logiques ici et on va parler simplement d'un module avec ses entrées et ses sorties. Le quatrième niveau serait celui du système. Donc, par exemple, on pourrait avoir une unité arithmétique logique qui serait implémentée avec une combinaison de modules pour notre quatrième niveau. On va aussi parler de 4 considérations pour l'implémentation d'un système numérique. Comme concepteur de système numérique, comme ingénieur, on doit toujours faire face à ces 4 considérations-là. En général, il ne sera pas possible de les satisfaire toutes les 4. Quand on va mettre l'emphase sur une des considérations, il y a une autre considération qui va souffrir. Donc, les 4 considérations à retenir sont, tout d'abord, la précision des calculs. Donc, plus les données sont représentées avec beaucoup de bits et plus il va falloir mettre d'énergie pour faire des calculs précis. Par exemple, en téléphonie, la voix est numérisée avec 8 bits seulement, alors que sur un CD audio, elle est numérisée avec 16 bits. On peut tout de suite voir qu'un circuit qui traite de CD audio, la musique de qualité CD audio, sera probablement 2 fois plus complexe qu'un circuit qui traite la voix en téléphonie. La deuxième
considération est la puissance consommée. Donc, pour les appareils mobiles, c'est très important, bien sûr, de minimiser la consommation de puissance pour maximiser la durée des piles. D'un sujet très connexe et qui n'est pas nécessairement en rapport aux piles, c'est celui de la dissipation de la chaleur. Donc, on ne peut plus se permettre depuis plusieurs années maintenant de faire des microprocesseurs qui consomment encore plus de puissance parce qu'on était rendu à un point où les microprocesseurs allaient fondre sous l'effet de la chaleur qu'ils dissipaient eux-mêmes. La troisième considération est la taille du système. Donc, on veut pouvoir intégrer le plus de fonctionnalités possible. On peut voir déjà que pour de la musique en CD audio par rapport à la téléphonie, le système serait 2 fois plus complexe. Et en fait 4 fois plus complexe si on considère que la musique est représentée sur 2 canaux. On peut donc imaginer que la taille du système pour la téléphonie serait 1/4 de celle de la taille d'un système qui traite de la musique en 2 canaux de qualité CD audio. La quatrième considération, c'est le taux de traitement, qu'on appelle souvent la vitesse. Il y a le taux de traitement et la latence. Donc ça correspond au nombre d'opérations qui sont effectuées par unité de temps. C'est directement proportionnel à la fréquence d'horloge du système et aussi au nombre d'unités parallèles de traitement. Donc, si on veut augmenter le taux de traitement, en général, la taille du système va augmenter aussi, ainsi que la puissance consommée. Et la précision des calculs, elle, pourrait en souffrir au contraire. On peut, par exemple, si on augmente la précision des calculs, peut-être qu'il nous faudra plus de temps pour effectuer les calculs. Par contre, la taille du système monterait aussi. Donc, les 4 considérations sont interreliées et il faut toujours en tenir compte quand on fait la conception d'un système numérique. Le partitionnement matériel et logiciel d'un système numérique embarqué consiste à déterminer si, pour chacune des fonctions du système, on va la réaliser en matériel ou en logiciel. Ici, une fonction réalisée en logiciel veut dire qu'on va utiliser un processeur à usage général pour lequel on écrira du code, par exemple écrit en C. Une fonction réalisée en matériel veut dire qu'on va concevoir un processeur spécialisé pour la réaliser. C'est le sujet du cours INF 3500. On va concevoir des processeurs spécialisés pour des parties de système embarquées. Donc, en général, une implémentation logicielle offre beaucoup d'avantages. Elle est plus flexible. Il est plus facile de la modifier dans le temps et la plupart des gens ont les compétences nécessaires pour faire la conception logicielle. La conception matérielle demande des connaissances que moins d'ingénieurs possèdent. Et par contre, elle demande en général plus de temps pour une même fonction. Cependant, l'avantage de de l'implémentation matérielle est d'obtenir des systèmes qui sont beaucoup plus efficaces. C'est-à-dire qu'ils vont concevoir beaucoup moins de puissance pour la même quantité de calcul. Ils vont aussi prendre moins d'espace. Et puis, ils vont être plus performants. C'est-à-dire qu'on pourra atteindre un taux de traitement beaucoup plus élevé qu'avec une solution logicielle. Il est difficile en général de choisir si une certaine fonction va être réalisée en logiciel ou en matériel. Et pour ça, c'est des décisions qui prennent de l'expérience et il y a des outils aussi qui permettent de faire le choix. Donc, dans le diagramme qu'on observe, on voit très bien le processeur d'application qui serait probablement une solution logicielle. On peut imaginer que parmi les autres boîtes, il y aurait des fonctions matérielles. Par exemple, le bloc d'interface ici pour le USB serait probablement une fonction qu'on réaliserait en matériel. La même chose ici avec le contrôleur pour l'écran serait peut-être une fonction qu'on voudrait réaliser en matériel pour prendre moins d'espace et être plus performant. Donc, on a vu dans cette présentation différents sujets pour introduire les systèmes numériques. Donc, vous devez maintenant être capable de réaliser chacun des points qui sont indiqués sur la diapositive. Et ces sujets seront matière à examen. Donc, je vous remercie de votre attention.